On est là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune cadre de la majorité présidentielle, Joseph Bangakia. Avec lui, nous allons décortiquer l'actualité de la semaine. Très heureuse de vous recevoir, Joseph Bangakia. Et surtout, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Comme vous le savez, l'émission est interactive. J'ai écrit sur le net que je recevais Joseph Bangakia aujourd'hui. Beaucoup de réactions et ça m'a vraiment étonné que beaucoup de gens dans le monde virtuel se disent un peu déçus de Joseph Bangakia. On dit un jeune élite de notre pays qui s'est fourvoyé entre guillemets. Il est là, il va essayer de vous répondre. Pourquoi Joseph Bangakia, la toute première question, a choisi le camp présidentiel? C'est une question qu'un internaute m'a dit carrément de vous poser. Pourquoi vous avez choisi votre camp, la majorité présidentielle? Je ne suis pas le seul à avoir choisi Joseph Kabila. Il a remporté 2 élections. Il a été choisi par le peuple congolais. Et c'est une question de conviction. C'est une question de liberté d'opinion. Ce sont des libertés fondamentales. Je comprends qu'aujourd'hui, avec l'atmosphère politique... assez pesante. Et qui est pesante, il faut dire que la majorité présidentielle n'est pas à l'initiative, et c'est bien dommage, car elle a les moyens d'être à l'initiative. Elle a les ressources humaines qu'il faut, elle a les cadres politiques qu'il faut. Elle doit mieux et davantage utiliser ses ressources politiques, car nous sommes dans un combat politique. On semble avoir perdu l'initiative, et l'opposition, sur le champ plutôt de la diabolisation que de la contre-proposition, a réussi une certaine intoxication dans une certaine opinion. Et c'est de cela que je crois que vous parliez dans votre introduction. Mais on a aussi l'impression, peut-être c'est une fausse impression, que la majorité présidentielle ne récompense pas ces dignes fils, ceux qui les défendent bec et ongle. Je ne peux pas citer les noms pour ne pas les froisser, mais on a l'impression vraiment qu'on remercie ceux qui ne sont pas dans le champ de bataille, ceux qui ne risquent pas leur vie, au fait, si vous pouvez me permettre l'expression, ceux qui en Europe sont fichés par les combattants, mais ici, on a l'impression qu'ils ne sont pas récompensés. C'est vrai que la politique dans son essence... Ça frustre certains aussi. La politique dans son essence, c'est la conquête du pouvoir et son exercice le plus longtemps possible. Donc, il est vrai que les personnes qui combattent pour la conquête du pouvoir et pour son maintien au pouvoir... Vous, c'est beaucoup plus pour le maintien. Vous l'avez déjà conquis, ce pouvoir. Oui, donc je veux dire que la conquête, elle est perpétuelle parce qu'il y a des élections, on n'est pas dirigeant autoproclamé. Et à part cela, l'élection ne suffit pas en soi. Il faut être dans le combat politique permanent pour avoir toujours l'adhésion du peuple. C'est vrai que, normalement, et c'est ça l'essence de la politique, les cadres qui sont dans ce combat politique, en principe, ce sont eux qui doivent être nommés pour soutenir l'action politique qu'ils ont choisi, et surtout parce qu'on connaît leurs convictions. Donc c'est plus facile de nommer des personnes dont les convictions sont connues, car on sait que c'est l'occasion de mettre en œuvre leurs convictions. Et c'est vrai que certaines personnes ont peut-être l'impression que ce n'est pas le cas dans notre camp, mais je crois que si cela est vrai, je crois que cela est en train de changer. La preuve, ce sont les dernières nominations où nous sentons que les personnes qui sont dans le combat politique, le combat médiatique, le combat des idées sont mises en place et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Voilà, nous entrons maintenant dans le plein pied, mesdames et messieurs, de la rétro de la semaine. Nous ouvrons donc cette rétrospective par 2 points de presse, celui du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, et celui de l'UDPS. Pour cette énième face-à-face avec la presse, le porte-parole du gouvernement a eu pour seul recours la Constitution. Il s'agit dans un premier temps d'une démonstration de l'irrévocabilité des décisions de la Cour constitutionnelle. C'est encore dans la Constitution que le porte-parole du gouvernement va puiser pour justifier l'indépendance des hauts magistrats ainsi que de la Haute Cour. Leurs arrêts ne peuvent donc être remis en cause, moins encore faire l'objet d'une polémique. L'article 168, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, je le cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours
et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Fin de citation. Il ne sert à rien à cet égard de se draper derrière la qualité de membre d'une institution publique, membre de la majorité, membre de l'opposition. Le fait est qu'en droit congolais, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'être remis en question par personne. Dans un autre chapitre, le porte-parole du gouvernement a insisté sur les raisons ayant entraîné l'interdiction de la diffusion sur le sol congolais du film « L'homme qui répare les femmes », un film documentaire consacré au travail du docteur Mukwege. C'est donc la mauvaise traduction qui travestit la vérité sur ce que les femmes disent elles-mêmes, ainsi que les accusations généralisées et infondées, parce que tous nos 130 000 militaires ne sont pas des criminels, susceptibles de démoraliser nos troupes, qui ont conduit à l'interdiction par le gouvernement de ce film. Pas donc des négociations au sujet de la décision prise par le gouvernement et par conséquent, la mesure d'interdiction reste de mise. À l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, les choses deviennent de plus en plus claires. La machine étant déjà en marche, la tenue du dialogue n'est qu'une question de quelques jours. Pour ce qui est du dialogue proprement dit, le parti n'a nullement l'intention de permettre Kabila de glisser. C'est plutôt un moyen de dédramatiser la situation politique en RDC. L'UDPS souhaite un dialogue qui va se tenir dans 14 jours sous la médiation de la communauté internationale qui va désigner un médiateur avec 40 délégués à raison de 20 pour le PPR allié et 20 pour l'UDPS et les autres, afin de discuter sur la vérité des urnes, le respect du calendrier électoral et la Constitution, la requalification de la CENI, la question des 26 provinces, l'enrôlement des nouveaux majeurs, le financement des élections et autres. Bien qu'ayant une vision commune sur la tenue du dialogue voulu par Étienne Tshisekedi, les dissensions au sein de l'UDPS restent toujours démises. Donc le vrai UDPS, c'est l'UDPS que nous dirigeons. Les autres, malheureusement, comme vous le savez, Mavungu a aligné 200 candidats députés provinciaux sur plus de 740 députés qu'il fallait aligner dans toute la République. À peu près 25%. Comment Tshisekedi, président de la République, va gérer la nation avec quel gouverneur? Moubake a aligné 300 candidats indépendants. Où a-t-il reçu les 300, l'argent pour aligner les 300 candidats? Il a dépensé plus de 200 000 $. Donc, après les élections, s'il va parvenir à rafler 150 sièges, ce sera donc les députés de messieurs Moubake, non pas les députés de l'UDPS. Les combattants s'alignent derrière leur président Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui, selon cette base de l'UDPS de la ville de Kinshasa, a démontré sa capacité de répondre aux besoins du peuple et libérer le pays du blocage. Joseph Bangakia, le porte-parole du gouvernement, l'a si bien dit, l'irrévocabilité des arrêts de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on n'a pas à discuter là-dessus. La Cour est indépendante, mais on peut quand même réfléchir dessus parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que cet arrêt-là est assez flou. On comprend, les termes sont peut-être trop juridiques et le Congolais lambda ne saisit pas trop bien la portée de ce message. Il y a même qui pensent, il y en a même à un moment qui ont pensé que la Cour a permis implicitement à Joseph Kabila de nommer les gouverneurs. Alors vous, en tant qu'élite, est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez expliquer en français facile un peu cet arrêt de la Cour? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Cour a arrêté comme décision? Bon, on ne va pas dire que l'irrévocabilité des arrêts de la Cour empêche le débat, empêche une discussion, mais plutôt que ça s'impose à tout le monde, qu'il n'y a pas d'autre recours
et que c'est exécutoire. Et cela étant, les institutions concernées devraient procéder à l'exécution de l'arrêt de la Cour sans délai, c'est-à-dire de manière tout à fait urgente. L'arrêt de la Cour est assez clair. Premièrement, la Cour consacre le caractère irréversible de la réforme entreprise voulue par la Constitution, par le peuple congolais. Comme le découpage territorial. Qui est le démembrement des provinces afin que nous passions de 11 à 26 provinces. C'est un choix constitutionnel qui a été mis en œuvre et nous devons nous en féliciter. Mais comme certaines matières constitutionnelles, la gratuité de l'enseignement, le principe de 40% retenu à la source pour les provinces, ce sont des réformes qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Mais le mérite du gouvernement, c'est d'avoir eu la volonté politique de s'engager dans l'exécution de ces dispositions constitutionnelles. Même la gratuité de l'enseignement de base n'est pas totalement acquise. La question fondamentale, est-ce que cet arrêt-là permet implicitement au président Kabila de nommer les gouverneurs? C'est ce qu'il veut dire. L'arrêt de la Cour permet aux institutions de la République de fonctionner normalement et surtout aux provinces, aux nouvelles provinces ainsi créées, d'être dirigées. D'avoir des gouverneurs. Bien sûr, pour mais la Constitution dit que les gouverneurs doivent être élus par les députés provinciaux. Oui, et la Cour n'a pas demandé que l'on nomme des gouverneurs. Pas du tout. La Cour a demandé que des mesures transitoires exceptionnelles soient prises en vue d'assurer la régularité des services publics en province. C'est ça peut-être les mesures exceptionnelles, de mon point de vue, en tant qu'ancien vice-gouverneur et spécialiste de la territoriale, sont de définir le cadre réglementaire qui permettra aux provinces de fonctionner en entendant l'élection des gouverneurs. Le cadre réglementaire, ça veut dire quels sont les dirigeants qui seront à la tête de ces provinces, quelles seront leurs compétences, leurs relations avec l'Assemblée provinciale et avec le gouvernement central. Bien entendu, ça passe, comme il n'y a pas d'élection, ça passe par une nomination. Mais c'est anticonstitutionnel. Premièrement... C'est une exception qu'on veut faire pour cette fois-ci. Mais la Cour, dans son arrêt irrévocable, parle de mesures exceptionnelles. Le mot exceptionnel, il est clair. Donc ça ouvre la brèche. Ça n'ouvre pas de brèche. Ça permet au pouvoir exécutif de veiller à ce que le pays soit géré. Quel est le soubassement juridique de ça? Mais nous parlons de mesures exceptionnelles. Le soubassement juridique, le premier, c'est l'arrêt de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle. Qui est au-dessus des lois constitutionnelles. Non, pas du tout. C'est vrai, on essaie de faire comprendre aux Congolais qui nous suivent. Peut-être que nous avons déjà compris. La Cour constitutionnelle a un Ces arrêts sont au-dessus des articles de la Constitution, par exemple. Non, pas du tout. Ce n'est pas dans ce sens-là. Dans cette hiérarchie de valeurs. Les arrêts de la Cour constitutionnelle a comme prérogative un pouvoir régulateur de l'État. Donc, dans son pouvoir régulateur de l'État, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle donne à l'État les moyens de gouverner et de faire fonctionner l'État. Donc ces mesures exceptionnelles peuvent être la nomination de gouverneurs. Une des mesures exceptionnelles, la nomination de gouverneurs. Bien entendu, et ça n'a rien d'anticonstitutionnel, car c'est une mesure exceptionnelle. Ces gouverneurs, leur mandat, ça sera jusqu'à l'élection de nouveaux gouverneurs prévus au mois d'octobre. C'est prévu au mois d'octobre, selon le chronogramme du gouvernement. L'arrêt de la Cour demande à la CENI de travailler de manière indépendante sur un calendrier réaliste. Donc, c'est dans le même arrêt. Donc, pour être clair, la Cour a donné le feu vert au pouvoir exécutif afin de prendre des dispositions exceptionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas soumises à une autre autorité que l'arrêt ainsi proclamé, qui permet à l'État de fonctionner normalement. Et c'est ça
le but ultime. Mais nous du avons, pouvoir. Joseph Bangaka, nous avons quand même une administration, bien que assez clochardisée, diront les mauvaises langues, mais il y a une administration qui peut fonctionner s'il n'y a pas de gouvernement. La Belgique l'a fait pendant au moins une année, on l'a vu, sans gouvernement, mais la Belgique a fonctionné avec son administration. On ne peut pas faire ça en RDC? Vous n'avez pas confiance à l'administration? Vous posez des questions. Pour la Belgique, il y avait un gouvernement, mais qui était démissionnaire. Ok. Oui. Donc, le gouvernement existait. Et le Premier ministre Yves Le Terme n'avait pas quitté l'hôtel du gouvernement. Il était là, mais démissionnaire. Et ses ministres étaient là, mais démissionnaires pendant les 525 jours qu'a duré cette incapacité des partis politiques en Belgique de se trouver une majorité pour avoir un gouvernement. Mais la fausse idée, la fausse bonne idée que certains font véhiculer, juste en fait parce qu'ils ne veulent pas que le président de la République nomme des personnalités politiques. La fausse bonne idée qui circule, c'est de nommer des hauts fonctionnaires. Ben oui, pourquoi pas? Mais les hauts fonctionnaires, ils ont leur formation, ils ont leur mission. Pour avoir Mais c'est transitoire, Joseph Bangak, c'est 3 mois à peine. Selon le chronogramme, c'est 3 mois. Le chronogramme est suspendu car le même arrêt, je l'ai déjà dit, demande à la commission électorale de travailler de manière indépendante. Pour un autre calendrier assez satisfaisant. Il faut qu'on comprenne bien cela. Donc, moi, pour avoir été vice-gouverneur et pour avoir été directeur de cabinet d'un ministre, je n'arrive même pas à concevoir une seconde que des administratifs, des hauts fonctionnaires soient placés à la tête de province. J'ai été vice-gouverneur, je sais ce que c'est qu'une province. Ce sont des postes politiques. J'ai été directeur de cabinet. Oui, ce sont des postes extrêmement politiques que les hauts fonctionnaires, avec toutes les compétences qu'ils ont, ils n'ont pas la qualité politique qui leur permet d'appréhender l'univers politique que sont les provinces. La vérité est que à la tête de ces provinces, il faut nommer des politiques, car ça sera une gestion politique, car les provinces, ce sont des institutions aussi politiques. Mais administratif aussi. Et le rôle de l'administration, je le dis comme quelqu'un qui connaît la territoriale, qui connaît l'administration, qui connaît la politique, le rôle de l'administration, c'est d'exécuter les décisions des politiques. Faire des exécutants, des décideurs, ce serait la pire décision que prendrait le pouvoir exécutif qui est chargé de mettre en place des mesures exceptionnelles qui permettront de bien gérer les provinces durant cette période transitoire. Nous allons y revenir parce qu'il y a encore ce dossier. L'actualité, comme vous le savez, mesdames et messieurs, est marquée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport à l'élection des nouveaux gouverneurs, suivant donc la réaction des politiques congolais qui sont soit de la majorité ou soit de l'opposition. Après avoir entendu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, lequel sera suivi par le Premier ministre, la Haute Cour saisie par la CENI vient de trancher. La requête de la centrale électorale consistait en une interprétation de l'article 10 de la loi de la programmation déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces au regard de l'article 168 de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. La Cour ordonne en conséquence à la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12 février 2015 et notamment celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales. Ordonne au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que l'installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues
par l'article 168 de la loi électorale. Enjoint au gouvernement de la République démocratique du Congo d'accélérer l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales des nouvelles provinces et de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des dites provinces avant toute élection des députés provinciaux et sur toute l'étendue de la République. Pour certains observateurs, cet arrêt de la Cour constitutionnelle marque un grand tournant dans le processus électoral en cours au pays. Au vu de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, il est clair que notre pays se trouve dans une situation difficile et inédite. Le PT estime qu'en demandant à la CENI de réévaluer son calendrier électoral en toute indépendance, les institutions de la République se livrent à un jeu de ping-pong. Ceci justifie le fait que nous tendons vers un blocage certain. Comment peut-on demander à la CENI d'évaluer son calendrier en toute indépendance alors que cette évaluation est tributaire des moyens financiers que doivent lui fournir le gouvernement? Comment la CENI peut-elle réévaluer son calendrier dès lors que le Premier ministre, qui n'a cessé de vanter sa croissance, déclare n'avoir pas d'argent pour l'élection des gouverneurs de province, qui est d'ailleurs la moins coûteuse de toutes? Cette situation rend incertaine toutes les élections prévues par le calendrier de la CENI, qui à ce jour tombe caduque. Le PT plaide pour l'élaboration d'un calendrier électoral réaliste et consensuel. S'agissant des mesures transitoires que devrait prendre le chef de l'État en rapport avec le gouverneur de nouvelles provinces, le PT estime que pareille démarche nécessite aussi qu'il soit pris en compte les avis de toutes les sensibilités politiques soucieuses de trouver des solutions à nos problèmes par des voies pacifiques. Un homme d'État responsable, le Premier ministre, doit tout simplement déposer sa démission volontairement avant qu'il soit contraint par les élus du peuple. Donc la Cour constitutionnelle est rentrée simplement dans la philosophie de la CENI pour ordonner les choses normalement, c'est-à-dire avant qu'on arrive aux échéances des élections provinciales, mais qu'on puisse d'abord organiser l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs pour permettre à ce qu'il puisse y avoir gouvernabilité de ces entités nouvelles. Quand vous lisez la loi des programmations, je crois à l'article 9, il est clairement dit que les assemblées provinciales actuelles, après démembrement de ces 6 provinces, pour en donner 21, vont pouvoir éclater pour être des assemblées provinciales dans les nouvelles provinces. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, vous avez chaque nouvelle province avec une assemblée provinciale. Et ce sont les mêmes qui doivent élire, puisque je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver d'autres personnes qui vont élire. Et la Constitution à ce sujet, à l'article 180, est aussi claire. Ceux qui élisent les gouverneurs et les vice-gouverneurs au second degré sont les députés provinciaux. Et après, il y a l'investiture de ces gouverneurs élus et vice-gouverneurs par l'ordonnance du chef de l'État. Joseph Bangaka, cet arrêt de la Cour constitutionnelle vraiment fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez suivi Steve Mbikai qui parle d'un cercle vicieux parce que selon cette Cour qui demande à la CENI de réévaluer son calendrier, et pourtant le calendrier est tributaire de l'argent donné par le gouvernement, et comme vous le savez, le Premier ministre l'a dit clairement, il n'y a pas d'argent pour organiser les élections les moins coûteuses, comme il a si bien dit. Vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de... Quel est le mot d'ailleurs employé? De blocage vraiment intentionnel. On empêche la CENI carrément de fonctionner pour permettre un glissement
collectif. Tout simplement. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne vois pas le blocage. Au contraire, je vois plutôt des solutions. Et vous savez, mais qui veut le glissement? Qui a intérêt au glissement? C'est ça la question. Qui peut imaginer une seconde que le président de la République, Joseph Kabila, se plairait à rester en fonction dans un glissement? Et pas seulement lui, même quel député? Non, mais les députés provinciaux sont au-delà de leur mandat, les sénateurs sont au-delà de leur mandat, les gouverneurs sont, il y en a au-delà de leur mandat. Vous croyez qu'ils en sont à l'aise? Non, non. Ils auraient pu démissionner s'ils n'étaient pas à l'aise, hein, Joseph Bangiaka. Ils auraient pu. N'employez pas la démission à tort et à travers, comme l'a fait... Le Premier ministre ne peut pas démissionner en cas d'échec. Oui, comme l'a proposé... Pourquoi pas? Le Parti travailliste. Ailleurs, ça se voit quand quelqu'un échoue carrément, ou il est incapable de réaliser ses objectifs, il dépose carrément. Pourquoi chez nous la démission n'est pas quelque chose de normal? Non. Quand vous ne réussissez pas, démissionnez. Mais pourquoi c'est pas normal? Mais qu'est-ce que vous me dites là? Vous me dites que le Premier ministre Matata Ponyo est en train d'échouer dans l'action gouvernementale. Je parle du cas de la CENI. Franchement, parce que là, quand même... On parle il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. C'est clair. Quand même, nous devons rester vraiment sérieux. L'action du gouvernement, j'en sais quelque chose. J'ai dirigé un cabinet d'un ministre et j'ai vu le Premier ministre à la manœuvre. On ne va pas dire que ce monsieur échoue dans l'action gouvernementale. Et on ne demande pas la démission d'un Premier ministre à tout bout de vent. Là aussi, nous devons être sérieux. Mais par contre, je constate que je suis d'accord avec l'essentiel du point de presse du Parti travailliste, qui d'ailleurs est d'accord avec l'arrêt irrévocable exécutoire de la Cour constitutionnelle. Vous pensez que dans l'application, dans les mesures d'application, les mesures exécutoires, qu'est-ce qui empêche au gouvernement, au pouvoir public, au pouvoir exécutif, de discuter avec les différentes sensibilités politiques pour que la direction des provinces soit le fruit d'un consensus? C'est dans les cordes, c'est possible. Ce sera un des thèmes, un des sujets du dialogue, peut-être? Non, je dis que le pouvoir exécutif, à qui la Cour constitutionnelle a donné le pouvoir d'édicter des mesures, de prendre des mesures transitoires exceptionnelles, peut dans ce cadre discuter avec les sensibilités politiques. On n'a pas besoin d'un dialogue pour cela. Ça sera soumis à la discrétion du chef, cette nomination. Quels seront les critères pour nommer les nouveaux gouverneurs? Le pouvoir exécutif a ses critères. Bon, moi, en personne qui a de l'expérience dans ce domaine, je crois que on prendra en compte, car il y a très peu de temps devant nous, la compétence et l'expérience et l'intégrité de ces personnes. Il ne faut pas prendre des stagiaires, des gens qui n'ont jamais gouverné, jamais géré, des gens qui n'ont pas un profil rassembleur, consensuel. En gros, c'est ce que moi je vois d'office. Il faut des personnes qui sont capables de rassembler dans leur province, de travailler avec l'Assemblée provinciale. Vous êtes pour et de travailler sous la direction du gouvernement central. Parce que nous l'avons vu lorsque nous étions gouverneurs et avec les gouverneurs, on a vu que certains gouverneurs s'érigeaient en syndicalistes contre le gouvernement. Ce n'est pas ça le rôle d'un gouverneur. Le gouverneur qui déjà représente le gouvernement en province ne s'épand pas sur les plateaux de télévision lorsqu'il y a des points de friction avec le gouvernement central. Je crois qu'en bref, ce sont les critères qu'il faut. Et des personnes pareilles existent. De même que pour l'argent pour la CENI. C'est ça la question. Et le calendrier. C'est le budget, je ne sais pas. Il y a des gens que je reçois sur mon plateau qui disent que le budget prévoit une somme pendant plus ou moins 5 ans pour la préparation des élections. On se demande où est allé cet argent? Cette somme est allée où? Parce qu'on se pose la question, comment à la dernière minute on remet ça sur la table? Il n'y a pas d'argent pour les élections. Pour le calendrier électoral réaliste que la CENI doit publier de manière indépendante et en toute impartialité, je ne vois pas une seconde la CENI le faire dans sa tour d'ivoire. Donc ce que propose le Parti travailliste sera certainement ce que
ce qui sera fait. Joseph, on n'avait pas l'impression que nous sommes en train de tourner en rond. On perd le temps chez l'Africain, c'est rien. Hein. On n'avait pas l'impression qu'on tourne en rond. On pouvait faire tout ça bien avant. On n'a pas l'impression qu'on tourne en rond. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Mais c'est ça, on ne prévoit rien. Mais gouverner, c'est un exercice extrêmement difficile. Je prends l'exemple du Premier ministre grec, Alexis Tsipras, qui avait fait une campagne électorale très virulente, comme le font... La réelle politique l'a rattrapé, en fait. Comme le font les opposants actuellement. Où en est la Grèce et où en est-il aujourd'hui? Nous avons vu le président François Hollande, très critique envers son prédécesseur, lorsqu'il était au pouvoir, qui aujourd'hui est rattrapé par la réalité de la situation. Évitons de faire ce genre de politique. Et je crois qu'il est grand temps, et je crois que le dialogue est nécessaire. Il faut que nous y allions de bonne foi et en toute responsabilité. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, le départ définitif de Némoine Nsemi de la scène politique continue de défrayer la chronique. Et dans ce condensé, suivait la réaction de Colette Brackman par rapport à l'interdiction du gouvernement de la diffusion du documentaire sur le docteur Denis Mukwege. La nouvelle a surpris plus d'un Congolais, laquelle ne correspondait pas à celui qui, depuis plusieurs semaines, avait tenu le flambeau de la marche vers le glissement. L'éphémère allié du chef de l'État quitte la politique et jette l'éponge s'agissant de la tenue du dialogue qu'il a défendu et soutenu. Une décision courageuse saluée par Martin Ziakwaou. Pour cet analyste politique, cette défection renforce la crise de la confiance au sein de la classe politique. Je suis tenté de croire que M. Némoine Nsemi se sent victime de la stratégie du cheval de Troie. Je salue sa décision de boire le vin tiré parce que ça contraste avec la culture politique congolaise. Par ailleurs, je crains que ces feuilletons ne puissent favoriser l'exacerbation de la crise de confiance au sein de la classe politique. Ceci pourrait nuire, porter atteinte à un dialogue heureux et inclusif. Il rend responsable la majorité présidentielle dont le silence pousse à la démission d'un allié de taille. Je pense que le silence inouï qu'observe la majorité présidentielle ne concourt pas à inspirer de la confiance au sein de l'opposition politique, particulièrement de ceux qui expriment des suspicions, de la méfiance à l'endroit de la démarche du pouvoir allant dans le sens du dialogue. Et donc, la majorité est dans le devoir de communiquer régulièrement comme il se doit pour inspirer confiance. Et donc la confiance est un élément important dans le dialogue, dans la négociation. Et la confiance s'est construite, notamment par la communication. Dans sa déclaration, l'homme à la toge jaune regrette de l'absence de soutien de ses amis des circonstances quand il s'est vu désacraliser ses pouvoirs, être défié au grand jour à Mwanda. C'est une matinée politique très mouvementée et à laquelle la base de l'UFC Ngaliema a répondu présent dans le cadre d'Idi Solo et à parti. Papa Kengo, viva! Viva! Papa Kengo, viva! 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 Face aux enjeux politiques de l'heure qui se font de plus en plus complexes, l'UFC tient à rester proche de sa base et expliquer à cette dernière sa position. D'abord sur la tenue du dialogue. Le parti est derrière la position du chef, donc le président national du parti, le président Léon Kengo Adondo, où on parle de la palabre africaine. Nous ne pouvons pas gérer ces pays sans consensus. Alors le consensus demande le dialogue. Notre position, c'est la position du président Kengo, qui a exprimé cela aux sorties de concertation avec le président de la République. Le parti cher à Léon Kengo Adondo, qui du reste n'a pas peur des élections, veut le prouver à travers cette rencontre citoyenne, laquelle a aussi permis au parti de revenir sur sa vision et son idéologie. En fait, l'Isolo parti, c'est juste un instrument mis en place
au sein du parti pour échanger à tout moment avec les mamans, les jeunes. Nous avons ces devoirs comme parti politique, non seulement de mobiliser les membres autour d'une question, mais aussi d'éduquer le militant et les militantes. Nous avons essayé d'expliquer l'historique du parti. On a essayé de parler le logo du parti que les gens ne maîtrisent pas. C'est très tard dans la soirée que cette rencontre s'est clôturée. Vous êtes coproductrice d'un film qui a été interdit de diffusion à Kinshasa. Croyez-vous que la décision est bien à propos? Mais en tout cas, je la regrette parce que le film avait été fait aussi pour que les populations qui ne sont pas de l'Est comprennent les souffrances de l'Est du pays, le travail des femmes, le travail du docteur Mukwege, qu'ils compatissent et qu'ils soient aussi le témoin du courage des gens. Que les Congolais sont parfois fatalistes, ils disent « Ah, on ne peut rien faire ». Dans l'Est, les gens sont courageux, ils essayent de résister, les femmes sont là, elles sont debout. Et le film donnait ce message de courage. Et donc, je suis vraiment triste qu'il n'ait pas été autorisé à être diffusé parce que, paraît-il, il donnait une mauvaise image de l'armée. Et là, il y a eu, à mon sens, un malentendu. Le ministre Mende l'a dit, il y a eu une erreur de traduction. Et malheureusement, on n'a pas eu le loisir de vérifier les versions et de corriger, parce qu'on peut se tromper. Hein. C'est possible qu'il y ait une erreur dans les traductions, mais ça aurait mérité un travail commun de retravailler, de regarder les traductions et de changer pour que le film soit autorisé. Donc, c'est vraiment une histoire triste. Joseph Bangakia, la sortie tonitruante de Némoine Nsemi a marqué quand même l'opinion ces derniers jours. Mais le silence, comme l'a si bien dit notre collègue Dou Jésus Bélédu, le silence assourdissant de la majorité par rapport à cette sortie. Comment vous l'expliquez, vous, qui êtes de la majorité présidentielle? Bien, moi je crois que sur cette question, les choses sont claires. La majorité présidentielle conclut ses alliances au grand jour. Au grand jour. Et je n'ai pas le souvenir que la majorité présidentielle a conclu quelque chose avec une alliance avec Némoine Nsemi. Ce serait faire même insulte à Némoine Nsemi lui-même que de dire qu'il a été débauché par la majorité. Ce n'est pas vrai du tout. Il a sa liberté de parole. Il a été reçu dans le cadre des consultations régulières, ouvertes au public, devant la République et le peuple congolais que le chef de l'État a organisé. Mais vous avez quand même lu dans les journaux, Joseph Bangakia, on n'a pas se voiler la face, les journaux sont là pour nous éclairer quand même. Il a dit qu'il n'a pas reçu de votre part un soutien quand on l'a accusé d'avoir reçu une certaine somme d'argent de la part de la majorité présidentielle, non, mais... que vous l'avez laissé comme ça se faire désacraliser entre guillemets. Non. Et pourtant, il était là, il se battait bec et oncle pour le dialogue. Oui, se battre pour le dialogue n'est pas se battre pour la majorité. Tout Congolais, de mon point de vue, Congolais responsable, devrait se battre pour le dialogue. Vous voyez, ça n'en fait pas un allié de la majorité. Il faut dire clair, Némoine Nsemi n'était pas votre allié au fait, mais même les circonstances. Il n'est pas du tout notre allié, il n'a jamais été du tout. Il a été reçu dans le cadre des consultations devant le peuple congolais que le chef de l'État a organisé. Et le chef de l'État n'a pas encore tiré les conclusions de ces consultations. Donc, c'est un mensonge que de dire que Némoine Nsemi est un allié de la majorité présidentielle. Par conséquent, la majorité présidentielle n'a pas à aller à voler au secours d'une personne qui n'est pas son allié, et surtout sur un mensonge. La majorité ne lui a rien donné, lui aussi reconnaît qu'il n'a rien reçu. Eh bien, vous voulez que nous démentions le vide. Est-ce qu'il y a-t-il crise de confiance dans la classe politique congolaise? Est-ce que, comme l'a si bien dit mon confrère, est-ce que vous ne communiquez pas assez en fait, au sein de la majorité présidentielle? Non, dans la classe politique congolaise, il y a crise de confiance. Il y a une crise énorme. Et tant que nous ne trouverons pas le cadre
organique, institutionnel et la pratique politique qui nous permettrait d'avoir, conformément aux valeurs qui sont les nôtres, donc d'avoir un pays qui est bâti sur le dialogue, sur la solidarité, sur le respect mutuel. Tant que nous n'aurons pas ce cadre organique, institutionnel et même constitutionnel, nous allons chaque fois aller de crise en crise. On a eu la première crise avec les premières assises de 60. On va continuer, quelles que soient les assises qu'on organisera. Et sur ce point de vue, je suis vraiment... je ne comprends pas comment certains acteurs politiques considèrent que l'accord global et inclusif, qui, rappelons-le, était signé entre des belligérants, des gens qui se sont fait la guerre, soutenus par des puissances étrangères, comment cet accord puisse être le socle du fondement de la nation, d'un Congo nouveau. C'est tout à fait aberrant. Et c'est là où nous devons avoir le courage de rechercher un fondement plus fort, plus conforme à nos valeurs, qui soit fait entre Congolais. Parce que souvent, le problème... Vous êtes contre la médiation étrangère, en fait, c'est ça? Vous ne voulez pas un œil étranger dans moi, je ne dans suis cette pas discussion? contre... moi, personnellement, je ne suis pas contre la médiation étrangère, mais je suis peu favorable... Non. Je suis totalement opposé à une médiation occidentale. Parce que la vérité, c'est que même nous allons parler du film. Oui, mais c'est ça la question. Sur le docteur Mukwege. Colette Bragouag l'a dit, c'est simplement mauvaise interprétation. On prive le peuple congolais du droit de voir le travail qu'a un digne fils de ce pays, le docteur Mukwege. Pourquoi ne pas retravailler tout simplement ces films et laisser voir les Congolais laisser voir aux Congolais. Sur ce film. Bien entendu, je crois effectivement, j'ai reçu Colette Brackman à Kisangani à l'époque, c'est une passionnée du Congo. Je crois effectivement qu'il y a eu un malentendu. Et je crois que on peut régler ce malentendu. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Lorsque des éléments de l'armée française qui sont bien payés, lorsque en Centrafrique, ils ont été accusés, certains éléments ont été accusés de viol et de pratiques sexuelles tout à fait inacceptables. La France, le gouvernement français a tenu à dire que ce n'est pas l'armée française, c'est quelques éléments. Et donc, il ne faut pas que les Occidentaux... Il faut que cela soit dit clairement dans le film. Que s'il y a eu des cas viols, pareils... Ce sont des cas bien... quelques cas, et que la justice militaire a réagi. C'est important de le dire, mais au-delà de cela, la crise que nous traversons dans les Grands Lacs, à l'est de la RDC, elle vient d'où? Elle vient des tireurs de ficelles que sont les puissances occidentales, et quelques fils de pays, les intérêts capitalistes occidentaux, qui, pour avoir accès aux ressources naturelles de notre pays, ont créé la guerre, ont opposé les États entre eux, ont divisé les tribus entre elles, et c'est cela la vraie source des drames que les femmes de la RDC et les populations de notre pays connaissent en RDC, à l'Est. Est-ce que, dans ce film, est-ce qu'on le dit clairement? C'est ça le problème. C'est vrai que Colette Brackman, Thierry Michel, ce sont des Belges. Ils ont la liberté de faire leur documentaire. Moi, en tant que Congolaise, en tant que journaliste congolais, en tant que patriote, pourquoi le gouvernement congolais ne donne-t-il pas les moyens? On nous dira qu'on n'a pas d'argent, mais la guerre est aussi médiatique. Vous le voyez, et aujourd'hui, dans certaines contrées, ce documentaire est mis sur la place publique en défaveur des nôtres. Pourquoi notre gouvernement
ne donne-t-il pas des moyens aux réalisateurs congolais de faire ce genre de documentaire? Pourquoi pas? Pourquoi toujours les autres? Pourquoi Colette Brackman? Pourquoi Thierry Michel? Est-ce qu'on n'a pas de réalisateurs congolais capables de faire ce genre de choses? La guerre est aussi médiatique. Est-ce que notre gouvernement oublie ce pan de choses? Aujourd'hui, c'est le Rwanda, sans se voiler la face, qui tire les ficelles, qui en tire bénéfice de ce documentaire. C'est mis en Belgique. Nous sommes sur le net. C'est visualisé en Belgique, en France, ailleurs. Et on montre notre armée comme une armée de violeurs. Et pourquoi pas nous-mêmes, Congolais, de faire nos propres documentaires? C'est impensable. 55 ans après les indépendances, ça doit être que Colette Brackman et Thierry Michel qui doivent faire des documentaires pour la RDC. C'est impensable. En tant que journaliste, je suis carrément choquée. En tant que femme des médias. Vous avez tout à fait raison. Je dois reconnaître quand même que le ministre de la Communication se bat plutôt bien sur ce travail, mais il ne peut pas être le seul, et c'est vrai qu'on peut l'améliorer. Je reconnais aussi que notre diplomatie fait des efforts, car elle a un rôle à faire. C'est encore loin du compte, car effectivement, ça, beaucoup de Congolais ne le savent pas. Les gens pensent que les Occidentaux, qui financent une partie de la société civile, qui proclament urbi et orbi leur amour des valeurs humanistes et universelles, que ce sont des gens qui ont les mains... Je ne jette pas la pierre sur tous les Occidentaux, mais j'indexe fortement les puissances occidentales, les puissances d'État et les puissances capitalistes impérialistes. Nous le voyons avec la crise des migrants. Nous voyons le vrai visage. Mais par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vendre, en tout cas, entre guillemets, les Rwandais? Moi, je prends l'exemple, parce qu'on ne peut pas aller ailleurs, je prends quelques minutes de plus. Le Rwandais vendent, entre guillemets, leur génocide. Aujourd'hui, les Occidentaux croient au génocide rwandais. Mais pourtant, chez nous, il y a des femmes qui sont violées, il y a des tueries, il y a des massacres, même à Beni dernièrement. Pourquoi notre gouvernement ne parvient pas à faire passer ce message dans la communauté internationale? C'est la question que l'on se pose. Des efforts sont faits, ils doivent être intensifiés et améliorés. Mais je tiens à dire ici mon admiration personnelle pour le docteur Mukwege, et je crois que le gouvernement est fier de ce digne fils du pays. Il ne faut pas aussi qu'une certaine propagande capitaliste, impérialiste, oppose les Congolais entre eux. Ça, c'est important de le dire. Il faut dire aussi qu'effectivement... Est-ce que le gouvernement ne reconnaît peut-être... ne jette pas de fleurs au docteur Mukwege, ça se voit, non? Disons ce sont les autres qui lui décernent des prix. On n'a pas vu le gouvernement congolais lui décerner un prix. Et là, je trouve que c'est particulièrement cynique, sachant que la source ultime des conflits à l'Est qui provoque aujourd'hui ces viols inacceptables, c'est eux-mêmes. Ce sont les intérêts impérialistes et capitaliste des Occidentaux. C'est un peu comme le propriétaire qui engraisse son propre cochon pour l'abattre. Tout à fait. Je vous dis, tant que les Occidentaux, mes amis occidentaux, je vois les leçons que donnent les diplomates occidentaux sur les chaînes où ils appellent au respect de ceci et de cela, chose qu'ils ne respectent même pas chez eux. Tant que les Occidentaux ne comprendront pas que pour que l'humanité demain, car nous sommes dans la même planète, pour que l'humanité ait un meilleur avenir, on doit se respecter mutuellement, on doit partager équitablement les ressources. Tant qu'ils seront dans cette politique de domination, d'exploitation, les drames seront nombreux. Et tant que les Congolais, au lieu d'avoir majorité comme opposition, et là je crois que le pouvoir a un rôle particulier d'initiative, tant que nous ne réussirons pas à forger la conscience nationale et à trouver des mécanismes organiques, institutionnels et constitutionnels qui permettent à la richesse de la classe politique et de la population de forger ce Congo uni, nous serons toujours victimes de ce genre de machination venue de l'étranger. Voilà, les intellectuels congolais ont réfléchi sur le dialogue et ont donné quelques pistes de solutions pour sortir de la RDC, de cette tension palpable qu'on est en train de sentir ces derniers temps. Et nous vous proposons la réaction de Lambert Mende, sur le fameux glissement. La RDC à la croisée de chemin, disent certains. L'heure est grave, renchérissent d'autres. Une mauvaise appréhension de la situation peut faire tout basculer. Conscients de ce risque, certains fils du pays ont décidé de réfléchir.
Politiques, scientifiques, société civile entendent proposer des solutions afin d'éviter le pire à la nation. Le dialogue autour d'un vrai consensus semble être l'issue la mieux adaptée, estime le coordonnateur de l'opposition extra-parlementaire Gaston Dindo. Il revient ici sur l'objectif poursuivi par ces échanges. La raison pour laquelle nous avons organisé ces assises, c'est le fait que nous avons besoin d'une réflexion approfondie, scientifique et objective sur la question du dialogue. Jusqu'à présent, nous attendons de sons de cloche, je dirais partisans. La réalité est là. Est-il que nous avons des problèmes? Ce n'est pas seulement en disant oui ou en disant ok, on veut ça ou pas ça, qu'on sera à mesure de résoudre le problème. On a besoin d'une réflexion approfondie. La particularité de l'être humain, comme l'a dit le philosophe Aristote, c'est devant l'obstacle de pouvoir utiliser sa raison pour réfléchir, trouver les voies et moyens de contourner les obstacles. Raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était important qu'on réfléchisse une fois en tant qu'intellectuel. Ces assises vont au-delà des appartenances politico-ethnico-religieuses et ne doivent privilégier que l'intérêt de la communauté et non celui des individus. C'est ce qu'a rappelé le professeur Philippe Bioya en abordant le sous-thème de l'accord cadre d'Addis Abeba et les engagements de la RDC. Je suis partisan d'une démarche maîtrisée, d'une démarche appropriée. Je suis mal à l'aise dans ma peau de citoyen de voir un peu nos leaders se battre, s'installer dans le malentendu, s'installer en fait dans des confrontations qui n'ont pas d'emprise sur l'avenir de la nation. Je pense que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas que demain, tel ou tel soit au pouvoir ou vienne au pouvoir. Le plus important, c'est que demain, la nation vive. Dialogue, élection, nouvelle province, ce sont là les trois thématiques de ces journées de réflexion. Je pense que la principale injonction de la Cour, c'est qu'il y ait élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs avant l'élection des députés provinciaux. Mais qu'en attendant ces élections, des mesures soient prises pour que les provinces soient quand même gouvernables. Qui peut interdire que dans un pays, lorsqu'arrive une situation inattendue, imprévisible, que l'on prenne sur injonction d'une cour de justice comme celle-là, des mesures exceptionnelles? Alors vous dites au nom de quel principe? Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle enjoint au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles. C'est déjà une base de principe. Vous savez que la jurisprudence est aussi source de droit. Donc pour gérer la situation qui est devenue difficilement gérable, le gouvernement peut s'appuyer sur cet arrêt pour prendre les décisions que la Cour lui demande de prendre. Maintenant, quelles sont ces décisions? Ni vous ni moi, personne ne les connaît. Mais nous savons qu'il y a une forte agitation dans l'opposition où l'on craint que ce sera la désignation des gouverneurs. Mais les gouverneurs, la Cour constitutionnelle a exigé que ces gouverneurs soient élus avant l'élection des députés provinciaux. La Cour a proclamé l'irréversibilité de l'élection des gouverneurs. Qui interdit les mesures exceptionnelles? Puisque la Cour estime qu'elles sont indispensables. Pourquoi est-ce qu'on veut réécrire maintenant l'arrêt de la Cour? C'est ce que la Cour a dit qui sera fait, et rien d'autre. Et s'agissant des gouverneurs, la Cour a dit on doit les élire. Mais en attendant, il y a des mesures exceptionnelles que le gouvernement prendra et vous détaillera. Maintenant, il prépare la mise à disposition des fonds, puisque là, c'était expressis verbis. Il faut donner à la CENI les moyens d'organiser, notamment ces élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs.
Vous l'avez sans nul doute vu, Lambert Mende a beaucoup plus réagi sur les mesures exceptionnelles de la Cour constitutionnelle. Et bien c'est ça qui crée aussi la suspicion, ce manque de confiance. C'est vrai que vous nous direz que l'opposition ne fait que criailler, permettez le terme, mais il y a quand même des craintes aussi. Il y a une certaine opinion qui pense que cette Cour est instrumentalisée et que ces gouverneurs seront nommés pour asseoir au fait le pouvoir actuel lors des prochaines élections. Est-ce que vous ne partagez pas ces craintes-là ou vous trouvez que non, ce sont des craintes tout bonnement infondées? Mais elles sont totalement infondées. Les mesures exceptionnelles, et moi je le dis clairement en tant que spécialiste du domaine, ça ne peut qu'être dénomination de mais que cela ne soit pas habituel, que cela ne crée pas une jurisprudence, comme l'a si bien dit Mende. C'est exceptionnel. Est-ce qu'on se comprend sur ce mot vraiment? C'est exceptionnel et transitoire. Vous connaissez la transition chez nous. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Madame, les transitions durent 10 ans, 20 ans chez nous, madame, on connaît. C'est transitoire, donc c'est limité dans le temps, et c'est exceptionnel, donc c'est ponctuel. C'est ponctuel. Oui. Et que le pouvoir, c'est ça le pouvoir, que le pouvoir décide de nommer des personnalités proches d'elle. Ce n'est pas faire insulte à la démocratie. Que le pouvoir décide de faire appel à des personnalités proches de l'opposition, ce n'est pas faire atteinte à la démocratie. Que le pouvoir exige... La seule chose qu'il faut, c'est que le pouvoir prenne des mesures qui soient efficaces. C'est la seule condition. C'est la seule condition. Par rapport au dialogue, c'est vrai que on dit le dialogue est une vertu africaine et tout ça, mais est-ce que ce n'est pas un beau prétexte tout trouvé aujourd'hui pour ne pas respecter les textes choisis par nous-mêmes? Aujourd'hui, vous pourrissez la situation, vous mettez des pots de banane, vous ne permettez pas à la CENI de bien fonctionner pour qu'au finish, vous ayez dialogue et vous partagez le gâteau. En tout cas, c'est l'impression que cela donne à la population, aux Congolais lambda, hein, peut-être. Je ne sais pas qui vous désignez par vous. Mais ce que je peux dire, je suis d'accord avec les intellectuels qui ont réfléchi. La priorité, c'est le dialogue, ce sont les nouvelles provinces, ce sont les élections. Et moi, j'ajoute une réflexion sur l'ordre institutionnel et constitutionnel de notre pays. Tant qu'on n'aura pas le courage de faire cette réflexion-là. On n'a jamais eu ce courage depuis 1960, car toujours parasité par surtout les Occidentaux ou des puissances étrangères, toujours, y compris à Sainte-City. Tant qu'on n'aura pas ce courage, je vous donne un exemple. Certains nous disent, mais vous de la majorité, choisissez un dauphin, c'est ça. Et après, Joseph en Kabila Tanzanie, ça s'est fait. Est-ce qu'il manque de gens qualifiés, compétents au sein de la majorité pour succéder à Joseph Kabila? C'est incroyable. S'il vous plaît. Pour cet exemple-là, cela a été pratiqué en Russie. Est-ce que cela a rendu la Russie meilleure? Ou les institutions, l'architecture institutionnelle, la pratique politique meilleure? Ou la gouvernance elle-même? Est-ce que cela a changé quelque chose en Russie? Et le cas de la Tanzanie, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Avoir un parti ultra dominant qui est le seul à avoir exercé le pouvoir depuis l'indépendance? C'est comme si le PPRD ou le MPR était au pouvoir depuis 60 jusqu'à aujourd'hui en 2015. C'est ce que vous voulez dans ce pays? Donc, mais au moins, il y a alternance au sein de ce parti dominant, quand même. Non, mais c'est ce que vous voulez. Un parti qui a tous les pouvoirs et qui ne change que Pierre et Paul. C'est ce que vous voulez pour votre pays. Donc, il y a un vrai débat qu'il faut avoir. Et je suis d'accord avec le professeur, mon ami Bioya, mon vieux, c'est que tel soit au pouvoir ou tel, c'est pas ça la question. Parce que dans l'état actuel, nous irons aux élections, Joseph Kabila ne sera plus président et un opposant devient président. On n'a pas parlé des 18 ans de la mort de Maréchal. D'ailleurs, nous y allons. Nous allons terminer donc. Oui. Attendez que j'annonce et on va y aller. Okay. Oui. Sur ce cas précis, moi je vois sur la toile, Mobutu, hier ONI,
est devenu encensé aujourd'hui. Voilà, nous allons terminer par les réactions. 18 ans après la mort du maréchal Mobutu, qu'en pensent les Kinois? Et nous allons terminer vraiment par la réaction du coach Ibenge face à la défaite des Léopards à la République centrafricaine. « 18 ans après le décès de feu maréchal Mobutu, de voix continuent à s'élever pour rappeler le mérite de celui qui fut deuxième chef d'État de la RDC. Apollon Toumba cite quelques-uns, dont le salut au drapeau. Vous savez, aujourd'hui j'ai été dans les écoles où il y avait à la rentrée, on a réinstauré le salut au drapeau. Mais nous les Mobutistes, nous connaissons ce que c'est le salut au drapeau. Ça a été interdit. Ou ça a été supprimé, je ne sais pas par qui, mais aujourd'hui, on n'arrêtera plus. Pour nous autres, nous voyons le moboutisme, c'est ça. Le président du mouvement des moboutistes rénovés revient également sur la philosophie moboutiste. C'est l'authenticité, c'est l'unité nationale. Mobutu, lorsqu'il a fait son coup d'État en 1965, la première des décisions qu'il avait prise, c'était de supprimer cette histoire des provinces 7. Aujourd'hui, nous créons plusieurs provinces 7 pour favoriser le tribalisme et le népotisme. Et c'est tout ce que Mobutu a combattu pendant tout son règne. Et Mobutu, c'était le symbole de l'unité nationale. On était fiers d'être zaïrois, quelle que soit son origine. Les moboutistes, combien ont-ils gardé cette philosophie? La question fait baver. Il y a des moboutistes, je suis devant vous, des moboutistes philosophiques. Je peux vous citer l'exemple de Manzouzi Wambombo. Kinke Mulumba, je ne sais pas s'il était même cadre du MPR. Donc, ce sont des gens qui étaient venus travailler avec le maréchal Mobutu. Et ce qu'il a fait avec le maréchal Mobutu, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Les rapatriements du corps des feux président Mobutu restent l'unique revendication des moboutistes, une démarche adressée au gouvernement congolais. Ça c'est le Congolais Landa qui a toujours dans la tête cette idée qu'il y a des équipes faibles. Florent Ibenge sort de son silence après la défaite des Léopards de la RDC face aux Centrafricains dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. L'entraîneur national évoque ici quelques problèmes qui seraient à la base de cette contre-performance de 11 nationales. Le match est fini, sinon si on se met Martel en tête, on n'en sort plus. Il faut justement repartir de l'avant, on trébuche, c'est comme ça, c'est la vie, il y a toujours l'un de ces trois résultats qui vient sanctionner un match. Ça c'est le Congolais Landa qui a toujours dans la tête cette idée qu'il y a des équipes faibles, et qu'on doit gagner comme ça 6-0 et on s'est référé justement à ce match où la République centrafricaine a perdu 4-0 en Angola. Donc on s'est dit si la République centrafricaine perd 4-0 en Angola, nous on va en faire qu'une bouchée. On savait qu'un match ne ressemble pas à un autre et on y allait vraiment avec la ferme intention de l'emporter. Sauf que il s'est passé ce qui arrive de temps en temps, c'est que juste avant le match, il y a eu une pluie diluvienne qui fait que le terrain est devenu quasiment impraticable. Et quand vous avez un terrain impraticable, les équipes se nivellent. La qualité technique d'une équipe qui est supposée être supérieure ne peut plus se montrer. Donc là, il faut se bagarrer. Il faut être au courage et au mental. Et de ce côté-là, souvent, l'équipe qui est supposée, entre guillemets, la plus faible, arrive à hausser parfois son jeu, son niveau mental peut-être plus élevé. C'est ce côté-là où on a été un petit peu battu qui me fait un peu défaut. Je suis pris par les circonstances. Le championnat local ne se joue pas. Alors je ne sais pas décemment comment on peut sélectionner des joueurs qui n'ont pas de compétition. Alors les seuls joueurs qui étaient en compétition, ce sont les joueurs de Mazembe. Alors, dans Mazembe, qui est congolais, qui joue? Kidiaba, qui a arrêté sa carrière. Kimwaki, il est avec nous. Kasussula qui joue un match sur 2. Et après, il n'y a plus personne. Alors vous voulez sélectionner qui? Malgré cette lourde défaite, la RDC garde encore ses chances intactes pour la qualification
Rappelons que les Léopards occupent actuellement la 2e place avec 3 points dans le groupe B. Le Fauve congolais recevront le Palanca Negra d'Angola au stade de Martyr au mois de mars de l'an 2016. Merci donc à John Lungila de nous avoir rappelé un peu le parcours du feu maréchal Mobutu. 18 ans après, c'est vrai que nous avons déjà commencé à parler du maréchal Mobutu. C'est vrai que vous avez dit que maintenant il est un peu encensé. Il a été décrié à un moment. C'est ça, parce qu'il a trop duré. Il a fait 32 ans et le peuple en a eu marre. Mais vous voulez la même chose pour Joseph Kabila? Qu'à un moment, les gens aient marre de lui et lui disent de partir? Il faut comparer les choses qui sont comparables. Nous avons eu, le peuple congolais a eu marre du maréchal, car son régime était dictatorial et, disons-le, la prédation avait atteint son comble. Et les libertés publiques, le niveau de vie avait chuté de manière catastrophique. Ce sont les raisons pour lesquelles le peuple congolais a vomi le maréchal Mobutu. Je ne fais pas l'apologie de l'éternisation au pouvoir, pas du tout, mais je situe les choses dans leur vrai contexte et j'énumère les vraies raisons. Mais par contre, vous voyez le jugement de l'histoire. Je sais, et j'en suis convaincu, pour des raisons que je peux défendre, que Joseph Kabila, lorsque l'histoire se chargera de son jugement, nous retiendrons qu'il aura été un grand président. Il n'a pas terminé d'écrire son histoire. Il est important qu'il l'écrive en lettres d'or. Et pour cela, je lui fais confiance. Vous estimez, vraiment pour gagner du temps, c'est vrai que vous avez dit que vous n'êtes pas pour l'éternisation du pouvoir. C'est aussi un sujet assez sensible pour les présidents africains. Vous, en tant qu'élite, en tant qu'Africain, parce que vous voulez qu'on africanise un peu la politique, comme vous le dites. Il faut combien d'années? C'est la question que je pose à chaque fois à mes invités. Pour qu'un chef d'État africain accomplisse à merveille son devoir, il faut combien d'années? 10, 15, 20, 30 ou à vie? C'est une question vraiment qu'on doit poser aux Africains. Pour moi, il y a 2 limites et 2 conditions. La première exigence, c'est que le pouvoir doit venir du peuple. C'est-à-dire que l'élection doit être irréprochable. Mais par contre, je plaide pour que l'élection ne soit pas une occasion de mendicité internationale. Et que l'élection ne se fasse pas au détriment de l'exigence le nombre d'années, du service public. On gagne du temps. Oui, j'y vais. Du service public que l'on rend à la population. C'est-à-dire que on doit savoir mettre plus d'argent dans l'amélioration de la vie des Congolais que dans l'organisation des scrutins électoraux. Et la deuxième chose, la deuxième exigence pour moi, c'est la bonne gouvernance. Il faut que les gouvernants soient exemplaires. Bon, si un président gouverne bien, il peut faire autant d'années qu'il veut. Pour vous, c'est ça? Pour moi, je suis clair, si les autorités gouvernent bien, dans l'intérêt des populations, et que le social est bien et tout ça, donc, la condition qu'il faudra, c'est que ce soit le peuple qui décide quand il décide de s'en séparer. Et non pas un quelconque artifice. Je le dis pourquoi. Donc vous êtes contre le 2 mandats une fois renouvelable? Non, je suis pour que le dernier mot ne revienne qu'au peuple et rien. C'est comme ce qui s'est passé au Rwanda, en fait, exactement. Hein? Non, non, pas du tout. Parce qu'il dit que c'est le peuple rwandais qui veut à ce que Kagame continue son mandat, fasse son prochain mandat. Je ne peux, excusez-moi madame, je ne vais pas comparer la République démocratique du Congo, où nous avons 100 médias différents, où l'opposition a voix au chapitre, où la société civile existe et dynamique, avec l'État quasi dictatorial qui existe au Rwanda. Il n'y a rien de comparable. Et d'ailleurs, sur ce point de vue, la RDC fait figure de modèle dans l'Afrique centrale. Citez-moi un voisin de la République démocratique du Congo où la vie démocratique est aussi intense qu'en RDC. Donc ce que je dis, je prends des exemples comparatifs. Les pays du Golfe, où il n'y a quasiment aucun pauvre.
Les originaires des pays du Golfe ne sont pas pauvres. Il n'y en a aucun. Les pauvres viennent des populations immigrées. Où les souverains sont les hommes les plus riches du monde. Où il n'y a pas d'élection du tout. Avez-vous vu la communauté internationale s'est levée pour... en Chine, où les Occidentaux se bousculent pour... Parce que leur économie est forte. Faisons la même chose. Nous n'avons pas une économie... Nous commandons chez eux. C'est pour ça qu'ils ont droit de regard sur nous. Et c'est là où je dis que... Et c'est d'ailleurs la bonne approche qu'a eu le Premier ministre Matata une fois nommé au gouvernement. L'économie est au cœur de tout. Lorsque l'économie est florissante, l'armée sera forte, l'indépendance politique, vous l'aurez, le social, vous l'aurez. Donc, je reviens sur ce que j'ai toujours dit. Cela n'exonère pas le pouvoir de la nécessité d'organiser la République de manière à ce que la société civile soit active, soit libre, l'opposition participe et soit respectée. Cela n'exonère pas le pouvoir de ces... Vous avez suivi le Mobutu qui parlait des provincettes. Mobutu, quand il est arrivé, il a supprimé ces provincettes. Nous, on revient aux provincettes, permettez l'expression. Vous ne trouvez pas que déjà, il y a déjà un chaos. Et Mouzito l'a si bien dit, ce sont déjà des morts-nés, en fait, ces provincettes-là. On n'a pas d'argent pour organiser l'élection de gouverneurs. La Cour constitutionnelle donne ses injonctions pour qu'il y ait élection des gouverneurs. Vous ne trouvez pas que Mobutu avait un peu raison de supprimer les provincettes, d'avoir de grands ensembles? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, je comprends que ce soit... C'est de la nostalgie. Oui, c'est de la nostalgie. Vous savez, j'ai gouverné avec mon titulaire la province orientale, qui est la deuxième plus grande province de notre pays, qui est grande comme la France. Ce n'est pas gouvernable. Ce n'est justement pas gouvernable. Parce que vous ne voulez pas le gouvernement. L'étendue du pays n'est pas une faiblesse. Non, non. Ou des provinces n'est pas une faiblesse. Si vous ne mettez pas les moyens, les États-Unis, alors, qu'est-ce que vous direz de la Chine, des États-Unis, mais savez-vous comment sont organisés les États-Unis? Il y a des États unis, oui. Donc, vous comprenez? Non, le choix, c'est le choix du peuple congolais. Arrêtons de contester les choix du peuple congolais. C'est comme ça que, lorsque le peuple congolais, en 2006, élit Joseph Kabila, vous trouvez quand même des opposants ou des personnes pour contester le choix du peuple congolais. Vous êtes pour les provincettes, en fait. Mais quel est l'avantage, vous, en tant que territorial? Quel est l'avantage des provincettes? Je soutiens le choix du peuple souverain. C'est le peuple souverain et il faut avoir cette culture de respecter les choix du peuple souverain, de respecter les décisions de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle. C'est une culture que nous devons avoir. Quant au bien fondé de l'installation des 21 provinces, ce n'est plus à démontrer. Et les peuples attendent leur nouvelle province, là je vous le dis. Donc, et les politiques attendent d'être nommés gouverneurs, il ne faut pas oublier cet aspect des choses. Vous vous battez entre vous déjà pour être gouverneur. Combien de gens seront nommés? Nous avions 6 gouverneurs avec 6 adjoints. Nous aurons 21 responsables avec 21 ou 42 adjoints. La classe politique est composée de milliers d'acteurs politiques. C'est un faux débat et il ne faut pas jeter l'opprobre sur la classe politique. Ce n'est pas ça le vrai débat. Mais ce que je dis, c'est que lorsque l'histoire jugera Joseph Kabila, vous serez surpris pour ceux qui le critiquent aujourd'hui. Pour moi, je ne le serai pas. Il restera dans les annales comme un grand président. Un grand président. Et je n'ai pas parlé... En tout cas, en quelques minutes, quelques poussières de secondes. Oui, bon, je souhaite tout simplement que les léopards, l'année prochaine... En mars 2016. En mars 2016, ça sera... au Stade des Martyrs, ils vont gagner, j'en suis convaincu. Mais Ibenge l'a dit, il n'y a pas un championnat local pour puiser les joueurs. Il les prend comme ça à la va-vite. C'est aussi un problème. On n'a pas un championnat lourd en RDC. Le coach Ibenge, c'était un grand coach. Et contrairement à ce que... Votre élément m'a rassuré parce que contrairement à ce que j'ai entendu à la Cité, où on disait que les raisons de l'échec pour le coach Ibenge seraient la mauvaise qualité du terrain, je me suis dit, mais bon Dieu, j'espère que le coach Ibenge ne va pas nous ramener les raisons qui étaient autrefois évoquées, dit-on, par le gardien Mericani, selon lesquelles le terrain était mystique.
et que l'arbitre était Kolo. Non, mais il a effectivement situé le vrai problème. Mais je n'ai aucune crainte quant à la qualification des Léopards pour Cannes 2016, hein, je crois. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc à Joseph Bangakia. Voilà. D'être passé à la barre, l'expression est consacrée. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez, en tout cas, écouté les réponses, hein, vos préoccupations par rapport à Joseph Bangakia. C'est son choix. Il a choisi d'être dans la majorité présidentielle. Il faut savoir respecter le choix des uns des autres et en tout cas être tolérant. Merci à toute l'équipe technique et merci à vous une fois de plus pour votre fidélité. Et nous nous retrouverons le dimanche prochain. Inch'Allah.